Blocage de ronds-points, tensions, polémiques, désordre civil, voitures qui brûlent, scènes de guerre civile, gaz lacrymogène, barricades sauvages, arrestations musclées, grenades de dispersion, vitrines cassées, extrême violence, déploiement de tanks, propriétés publiques détruites, tirs de flashballs tendus, bâtiment de conseil régional emmuré, un bureau ministériel forcé au chariot élévateur, arrestation d'opposants politiques, des centaines de blessés, plusieurs morts. Comment sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation chaotique et incontrôlable? Il y a 6 ans de cela. Donc c'était dans le cadre de ce qu'on appelle le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Donc ça, en fait, c'était l'initiative prise sous la présidence de François Hollande. Et c'était orchestré par le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault. Il a été annoncé en 2012 et en gros, ça visait à redonner aux entreprises françaises de redevenir compétitives sur la scène internationale. Donc, nous sommes en 2013. Emmanuel Macron, pas encore ministre à ce moment-là, il n'est que le secrétaire général adjoint de l'Élysée pour l'instant. Donc, il va participer activement à l'instauration de ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps de cela, le CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Donc en fait, l'objectif recherché du CICE, c'est en fait d'augmenter la compétitivité des entreprises françaises, et cela en diminuant le coût du travail. Donc, c'est-à-dire diminuer le coût d'un salarié pour un patron. Donc ça a pour effet, le CICE, de diminuer les cotisations salariales. Donc ce sont les taxes prélevées sur la rémunération brute du salarié. Ça sert entre autres à financer la dette publique, financer sa retraite ou couvrir son chômage. La diminution des cotisations salariales était d'ailleurs en 2018 de 6%. Donc le CICE, il s'applique pour les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC. C'est-à-dire des personnes ayant un revenu mensuel de moins de environ 2400 € brut. Donc ça concerne absolument toutes les entreprises avec des salariés. Et la logique, c'est que, vu que les cotisations sont moins élevées, les entreprises vont pouvoir investir ce qu'ils économisent. Ils vont investir ça dans leur outil de production, par exemple, ou recruter du personnel, augmenter les salaires des employés. Bref, pour se développer, en fait. Ce que je voudrais vous proposer, c'est que avant tout, on regarde quelles sont les entreprises qui ont bénéficié du CICE. Voir qui a profité des exonérations sur les cotisations salariales de ses employés. Qui a reçu, en fait, ces exonérations juste. Première chose, c'est qu'entre 2013 et 2015, le CICE a coûté 27 milliards, à peu près. Et les premiers souscripteurs de la mesure, ce sont les TPE-PME, à hauteur de 13 milliards environ, suivi des grandes entreprises avec 8 milliards. Donc parmi ces dernières, parmi ces grandes entreprises, il y a des grands groupes et des enseignes de grande distribution qui, au lieu de créer des emplois, se seraient permis de verser à leurs actionnaires, via les dividendes, ce qu'ils auraient économisé avec le CICE. Si on veut faire un bilan du CICE, quels ont été les impacts de la mesure? Est-ce que ça a eu un effet sur l'économie, sur l'employabilité des Français? Est-ce que ça a été efficace? Eh ben, on peut se baser sur l'étude de l'OFCE, sur le CICE. Oui, ça fait pas mal d'acronymes. Donc ça aurait eu des effets modérés sur l'emploi et faibles sur le PIB, en résumé. Donc en fait, il dégage 2 scénarios, un pessimiste et un optimiste, mais aucun des deux ne prennent en compte les efforts budgétaires pour financer le CICE, l'impact négatif que peut avoir cet effort budgétaire. Donc ça veut dire que leurs simulations, par exemple les effets du CICE sur l'emploi, les simulations sont potentiellement moins bons, voire beaucoup moins bons, vu qu'on constatera le coût du CICE dans quelques instants. D'ailleurs,
Considérant un manque de données de la Fédération de recherche, travail, emploi et politique publique, ils disent que leur conclusion n'est en conséquence pas objective. Par exemple, les analystes de l'OFCE, en l'absence de suffisamment de données, prévoient un coût du CICE plus important avec de graves impacts. Donc la constatation des effets du CICE reste très subjective dans leur étude. Point clé à retenir par la suite, retenez cette phrase. Je cite, « Les effets d'offre doivent être rapides pour compenser l'impact négatif du financement sur la demande intérieure. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est important juste? Eh bien parce que si une charge directe, comme l'augmentation du carburant, n'est pas rapidement compensée par des effets sur, disons, l'employabilité ou le pouvoir d'achat par exemple, eh bien basiquement, ça conduit à la situation actuelle. Ok, donc on y arrive. Quel est le coût total de la mesure? Alors de 2014 jusqu'en 2020, il serait estimé à 99 milliards 300 millions d'euros, soit autant que le montant de la fraude fiscale l'année dernière. Rendez-vous compte, c'est l'équivalent de 671 à 380. C'est incroyable. Ok, donc, plus encore. Et comment ils vont amortir ce coup-là? Comment est-ce qu'ils vont amortir ces 99 milliards d'euros? Qui va payer ce manque à gagner pour la sécurité sociale? Ok. Donc, je cite. Les parlementaires n'ont pas accès aux données qui permettraient de retracer son utilisation. Le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet, dit la chose suivante. De deux choses l'une, soit les données n'existent pas, soit on refuse de les transmettre à un parlementaire. La deuxième hypothèse me paraissant inquiétante. J'avais adressé un courrier il y a 3 ans au préfet de mon département, et l'on m'avait répondu que le secret des affaires s'opposait à la transmission d'une telle information. Et si vous allez regarder sur le site officiel du gouvernement, concernant le CICE, il y a écrit la chose suivante, je cite. L'administration fiscale ne contrôlera pas l'utilisation du CICE. Un CICE qui ne serait pas utilisé conformément aux objectifs d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise ne fera donc l'objet d'aucune remise en cause par l'administration fiscale. 3 ans passent, le coût du CICE continue de gonfler, sans apparemment avoir aucun impact positif notable, et ça finit par attirer l'attention. Donc on est courant 2016. Les collaborateurs du candidat à la présidentielle de La République En Marche, également l'instigateur du CICE, Monsieur Emmanuel Macron, donc ces collaborateurs s'entretiennent durant une réunion ayant pour sujet des bascules de cotisation. Donc en fait, il est question d'un plan afin de supprimer le CICE. Ce dernier étant, à défaut d'un gouffre financier, considéré comme une usine à gaz fiscale. Donc essentiellement parce que le CICE est appliqué au travers d'un crédit sur l'impôt sur les sociétés. Et ça prend la forme de l'obtention d'une créance vis-à-vis de l'État. Et avec cette créance, les souscripteurs pourront alors céder à une banque cette créance. Et la banque pourra en échange leur accorder des fonds. Donc il est planifié de remplacer le CICE par une diminution des charges patronales de 6 points, dont 10 points pour les salaires au SMIC. La question du financement de cette nouvelle mesure se pose alors. De là, ils se mettent d'accord sur une enveloppe de 6 à 8 milliards d'euros afin de financer cette diminution de charges patronales. Mais gardez bien une chose en tête. À ce stade-là, personnellement, je ne sais toujours pas ce qu'il en est, officiellement, des 99 milliards
d'euros. Bon, continuons. Dans la foulée de cette réunion, Guillaume Le Forestier, Dominique Bureau, Martel Laurent et Alexis Colère, ce quatuor que je me permettrai d'appeler la bande Abadère, ces gens-là vont converser par courriel. Donc la conversation va être mise au jour le 24 décembre suite au tweet d'un avocat résidant en Espagne. C'est une correspondance qui fait partie des Macron Leaks. Et pour tous ceux qui remettraient en cause la validité de ce mail ou Wikileaks dans son entièreté, qui crieraient à la conspiration, les mails sont inscrits d'une empreinte cryptographique DKIM dans leur en-tête. C'est une méthode qui permet de vérifier leur authenticité, notamment pour filtrer les spams, et que donc le destinataire ne puisse pas crier à la contrefaçon. Donc, dans ces fameux courriels, il est question de financer la diminution des charges patronales au travers d'une mesure fiscale d'ordre écologique. Donc, ils partent du principe que la composante carbone, issue de la loi de transition énergétique de 2015, prévoit déjà d'augmenter la TICPE. Donc, la TICPE, c'est l'ensemble des taxes sur la consommation de carburant. C'est 64% de ce que le consommateur paye à la pompe, incluant 20% de TVA. Et donc, je cite, Laurent Martel dit que la composante carbone rapporterait d'ici à 2020 4,5 milliards et non pas 6 milliards comme je l'avais calculé sur un coin de table. Pour combler ce manque, afin d'atteindre l'objectif de financement de l'enveloppe de 6 à 8 milliards, dont il parlait tout à l'heure, il est envisagé d'également incorporer les recettes de légalisation des tarifs du diesel avec l'essence. Donc cette mesure a été annoncée en 2014. Elle se ferait sur 5 ans et rapporterait 1,4 milliard d'euros apparemment. Dans cette même intervalle de temps, Laurent Martel prévoit que de la convergence du prix du carburant résulte une augmentation de 17 centimes sur les tarifs du diesel, soit 3 à 4 centimes chaque année. Il table sur une augmentation progressive pour éviter que l'addition de la facture pour le consommateur, en reprenant ces mots, ne soit un peu salée. Pour trouver une justification aux augmentations, M. Martel ajoute, je cite, « On pourra toujours raconter une histoire. Alignement sur la moyenne européenne de l'écart essence-diesel, division par 2 de l'écart, convergence complète mais très progressive. » Il prévoit que la convergence totale, si elle n'est pas progressive, rapporterait 7 milliards d'euros. Il réaffirmera par la suite, je cite une fois de plus, mais d'autres histoires peuvent se raconter bien sûr, pour justifier une convergence partielle gazole-essence qui rapporterait ce que l'on cherche. Alexis Colère demande à quel point l'impact de l'augmentation des tarifs diesel serait progressive par rapport aux effets positifs envisagés par la réduction des charges patronales. La réponse de M. Martel, une fois de plus, je cite, « On peut dire que la hausse du prix du diesel pèsera pour 50% sur les 6 premiers déciles de la population. Ça fait du CGDD qui porte sur le coût les carburants en général et pas du diesel en particulier. Qui correspondent très grossièrement aux salariés payés à 1,6 SMIC, alors qu'elle financera une mesure qui leur bénéficiera intégralement, soit parce qu'ils sont déjà salariés, soit parce que leur employabilité sera accrue. Donc, cela veut dire que la moitié du coût de l'augmentation du diesel, 3,5 milliards d'euros, impactera directement les personnes ayant un revenu mensuel de moins de 2400 euros brut. Donc les mêmes qui sont censés bénéficier des effets de la réduction des charges, censés être une probable augmentation de salaire ou d'opportunités d'emploi, seront ceux qui vont prendre de plein fouet l'impact de l'augmentation du diesel. Une décision qui pourrait avoir des conséquences pour que, comme M. Martel le dit, ce raisonnement suppose toutefois de comparer une mesure qui pèse directement sur le pouvoir d'achat des ménages, la hausse des prix des carburants, avec une mesure qui n'est pas directement une mesure, entre guillemets, ménage, la baisse des cotisations patronales. Ce qui est un peu tiré par les cheveux.
Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec les effets d'offre doivent être rapides pour compenser l'impact négatif du financement sur la demande intérieure. Cette phrase prend tout son sens ici sur ce que vient de dire M. Martel. Alexis Kohler conclut l'échange, conscient d'ailleurs des conséquences, en affirmant, je cite, « Une hausse de la fiscalité diesel est potentiellement progressive sous la réserve forte de faire fi des règles d'incidence, et qu'en gros, on considère que la baisse des cotisations patronales bénéficiera à l'emploi ou au salaire. » La conversation se termine ici. Je ne sais pas s'il y a une suite à cette correspondance dans laquelle on pourrait obtenir de plus amples détails. En tout cas, en 2017, la convergence sera votée. Juste très vite, avant de passer à la prochaine étape, j'aimerais faire un focus rapide sur qui est au juste Laurent Martel, le conteur d'histoire, le chef d'orchestre de la bande Abadère. Donc cet individu est un saint diplômé du sacro-saint ENA, et pas moins que le major de sa promotion. Véritablement un élu, rien que ça. Il a notamment fait partie du cabinet de Jérôme Cahuzac, ministre chargé du budget en 2012, qui avait des fonds non déclarés sur un compte en Suisse, ministre du budget qui a donc fait de la fraude fiscale, ce qui est quand même le comble. C'est donc M. Martel qui a élaboré le programme fiscal de Macron, notamment concernant l'ISF et la flat tax. Et je souligne ce personnage car je suis convaincu personnellement que c'est quelqu'un qui a une grande part de responsabilité dans cette histoire. Absolument important de comprendre qu'est-ce que l'augmentation des prix des carburants implique. Les conséquences autour de l'augmentation du prix des carburants, particulièrement du diesel, sont absolument critiques pour la majorité de la population. C'est une dépense importante, directe, très volatile et quotidienne. D'où le facteur psychologique, d'où le symbolisme très fort attaché à cette dépense, reflétant pour beaucoup leur pouvoir d'achat. Il faut savoir que le parc automobile français contient un total d'à peu près 40 millions de véhicules immatriculés. De 70% à 80% des personnes actives en France, c'est-à-dire qui sont employées ou employables, utilisent leur véhicule pour leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail en général. 70% à 80%. 70% des véhicules en France roulent au diesel. C'est la moyenne européenne la plus élevée. Donc on constate qu'une majorité des Français possèdent un véhicule diesel et l'utilisent dans le cadre de leur déplacement au travail. La France possède un taux de taxation du TICPE à 64%, le plus élevé en Union européenne étant à 68%. La distance annuelle moyenne parcourue par un automobiliste français est de 15 000 km par an. Et en 2008, la France comptait pas moins de 40% du nombre total de communes dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Au vu de la nécessité importante, voire primordiale de se déplacer en voiture, particulièrement en milieu rural où la densité de population est très faible, étant donné que les transports en commun sont sous-développés dans ce territoire. Donc en France, dans ce contexte d'étalement urbain, la capacité de locomotion de la population est fortement dépendante des dépenses liées à la voiture, particulièrement du carburant qui représente la dépense principale. En moyenne, les Français dépensent 73 € en assurance auto et 137 € en carburant, plus entretien de l'automobile. C'est généralement le second ou alors le troisième poste de dépense mensuel, juste derrière le logement. Et ce dernier poste de dépense qu'est le logement est fortement soutenu par des prestations sociales, comme les APL, à l'instar du transport individuel. Quelles ont été les répercussions de la composante carbone et de la convergence sur le montant des taxes payées à la pompe? Donc, suite à l'instauration de la composante carbone en 2014, la part essence du TICPE est passée de 60,69 centimes d'euros par litre à 65
en 3 ans, soit une augmentation de 7%. La part diesel, quant à lui, est passée de 42,84 centimes d'euros par litre à 53, soit une augmentation de 23%. Et là, c'est en 2017 que vient se rajouter la fameuse mesure de convergence essence-diesel, qui va venir alourdir un peu plus la facture à la pompe. On constate un pic à la hausse dans l'évolution du taux du TICPE. Rien que pour 2017 à 2018. La part essence est passée à 68,29 centimes d'euros par litre. On est donc passé d'une augmentation jusqu'à maintenant de 2,3% annuellement à aujourd'hui 5%. Et quant au diesel, il est passé à 59,40 centimes d'euros par litre. Là, on est passé de 7,6% annuel à 12%. Et d'après les estimations, la montée des prix était prévue pour se maintenir à ce rythme jusqu'à 2021, avant de ralentir et se terminer en 2022, où les parts de l'essence et du diesel seraient arrivées approximativement à 78 centimes d'euros par litre. En partant du principe que les prix du baril de pétrole brut resteraient stables, on peut estimer que le prix à la pompe serait fort probablement devenu supérieur à 1,60€ le litre, pour essence et diesel, je rappelle. La France serait bien entendu devenue le pays avec le taux de TICPE le plus élevé d'Europe. Enfin, il est à noter que, et c'est pas un détail, à peine 19% du TICPE revient à la transition écologique. Manipuler la fiscalité autour des carburants, c'est jouer avec le feu. Et force est de constater que les répercussions qui en suivent sont les conséquences de la bande à Bader, ces derniers étant de véritables apprentis sorciers en la matière. Pour commencer, les tarifs sont jugés bien trop onéreux par un nombre grandissant d'automobilistes. Mais c'est en septembre 2018 que survient alors une mobilisation des associations d'automobilistes suite à l'annonce d'une nouvelle montée des prix prévue début 2019. Escalade de la crise devant la surdité du gouvernement et une gestion de crise pour le moins inefficace d'ailleurs. Donc naissance du mouvement national des Gilets jaunes, phénomène impulsif, sans affiliation à une formation politique, sans maître d'œuvre, qui s'est formé à travers les réseaux sociaux. S'ensuit des mouvements de protestation sur l'ensemble du territoire, réclamant entre autres la démission du président de la République Macron dans un contexte de bras de fer avec l'État. S'ensuit une répression policière digne des plus belles heures des dictatures européennes du XXe siècle. D'ailleurs, avec un niveau de censure et contrôle des médias exactement du même calibre. Et il est à souligner que, bien qu'il fût le déclencheur, la dimension du phénomène dépasse le cadre des prix du carburant. Bien qu'incohérente, de par la nature même du mouvement, la cacophonie de demandes des Gilets jaunes, que ce soit d'ordre économique, politique, social, constitutionnel, gouvernemental, fiscal, idéologique, ça illustre surtout une forme de point de rupture fondamentale, civilisationnelle, tant avec la mouvance libérale et néoconservateur qu'avec le mondialisme, qu'avec le globalisme européen, voire le consumérisme en général. On peut interpréter ça comme un sursaut, un réflexe de survie inconscient de ce qu'on pourrait appeler le peuple français. Elle a en tout cas entériné une très profonde instabilité politique, qui trouve étonnamment un caractère universel de par sa propagation internationale. Quelle est la leçon à retenir de cette histoire ? Quelles sont les leçons à retenir ? Très bien. Premièrement, avoir les pieds sur terre, et pas dans les chiffres. Se rendre pleinement compte qu'est-ce qu'on est en train de cuisiner et à quelle fin. Deuxièmement, en prenant l'exemple du commerce alimentaire. Avant de commercialiser un produit, particulièrement de grande envergure, on le goûte, on le teste. Sinon, on risque d'intoxiquer tous ses clients et ça peut aller jusqu'à conduire à la fermeture de l'enseigne.
ça implique aussi un suivi. On recueille des avis, des données statistiques, on les compare, on tire des conclusions, et on prend des décisions à intervalles réguliers pour pas se faire dépasser par les événements et garder le contrôle. Enfin, troisièmement, dans la continuité de l'exemple précédent, la dernière leçon, c'est qu'on ne prend pas ses clients pour des idiots.